L'idée simple des Smart Cities comprend de grandes promesses. La promesse du territoire optimisé, des territoires avec aucun embouteillage, où on peut améliorer le trafic pour améliorer les places de parking. Territoire avec aucun déchet pour s'assurer que les analyses puissent éviter les problématiques quotidiennes, et territoires avec aucun crime, où un réseau de drones, de caméras et de capteurs peuvent communiquer entre elles pour pouvoir détecter la criminalité, les dangers, pour diminuer le problème d'insécurité. Les territoires avec zéro carbone, là où les smart grids ont été optimisés, des territoires avec aucune crise économique, où l'ultra-connectivité est devenue un facteur clé pour la résilience économique. Et enfin, les territoires intelligents, les smart economies, où il n'y a aucun problème de santé, où les gens peuvent rester chez eux aussi longtemps que possible tout en restant surveillés. Oui, bien sûr, pour chacun d'entre nous, les territoires intelligents, les smart territories contiennent la promesse d'un futur plus joyeux avec une meilleure gestion des données. Mais est-ce que ce paradis a un coût? Quels sont les compromis qui sont cachés derrière cette promesse? Et maintenant, pour continuer à parler de la problématique qui nous intéresse, nous avons pu avoir un reportage par Capgemini, notamment avec M. Derev, qui est le chef de sciences à Capgemini, qui merci beaucoup de nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous entendre? Oui, bien sûr, je vous entends. Donc, nous avons juste vu cette vidéo par Capgemini Event, et ça a l'air véritablement très prometteur, mais qu'est-ce que font exactement les Smart Cities aujourd'hui? Je pense qu'il s'agit d'un mélange de ce qui pourrait être fantastique, comme les Smart Cities avec des sondes et des caméras partout, mais nous essayons de le mettre dans leur contexte. Nous discutons de plusieurs scénarios pour illustrer comment construire des villes durables pour de meilleures vies humaines. Mais si nous prenons un peu de recul, pour l'instant, les initiatives prises n'ont pas donné de bons résultats pour les citoyens. C'est un domaine où il y a beaucoup de défis. Cela demande beaucoup d'investissements, beaucoup de capacités technologiques à une échelle que actuellement nous n'avons pas au niveau de nos municipalités ou autres. Et énormément de données sont nécessaires pour permettre tout cela. Donc, nous décrivons comment faire face à de tels défis en définissant deux approches. Une approche, c'est une ville qui délègue ses capacités technologiques. Et je pense qu'il y a beaucoup de mécontentement par rapport à cela. Ce genre de partenariat n'est pas bon signe pour de telles initiatives. La deuxième approche, c'est une ville technocratique où les gouvernants prennent en main une feuille de route pour la transformation de la ville. Et pendant la crise actuelle, nous avons vu que quelques-unes de ces approches n'ont pas été bien reçues par les citoyens et il y a eu une réaction très viscérale contre ces tentatives d'appliquer une approche descendante. Et encore un enjeu, c'est que en enlevant autant la technologie des mains des citoyens, les citoyens ne sont pas inclus dans cette transformation. Et c'est pour cela qu'on aimerait qu'ils soient inclus. L'agenda Linking Cities a été proposé par NetExplo pour cette raison. Est-ce qu'il y a une possibilité que les villes ne soient pas à la hauteur de leurs promesses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour
déchaîner tout leur potentiel. Nous avons mené un sondage et établi un rapport dernièrement qui s'est intéressé à un certain nombre de villes et nous avons posé des questions à beaucoup de citoyens sur le ressenti, s'ils sont heureux, des questions liées à la pollution, à la santé, au bien-être et aux initiatives de durabilité. Et un certain nombre de personnes pensent que les Smart Cities sont la clé à une meilleure vie et encore plus étonnant, certains citoyens sont prêts à payer pour vivre dans un Smart City. Donc, il faut définir l'articulation entre les droits des citoyens, la souveraineté des États et les entreprises privées. Pour arriver à cet équilibre, nous avons proposé dans notre rapport deux principes pour mettre en place une utilisation virtuelle des données. Le premier principe, c'est d'adapter les territoires et impliquer les citoyens dans le processus de conception des Smart Cities. Si ces initiatives vont avoir un impact sur la vie, alors ils auront le mot à dire dans leur conception. Nous avons vu par exemple qu'en Belgique, il y a une plateforme de consultation sur les projets de mobilité. Nous avons vu dans une vidéo sur la ville de Philadelphia qu'il y a une ville virtuelle qui simule les décisions qui sont prises pour pouvoir décider où mettre les gares routières, etc. Excusez-moi, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je voulais juste poser une dernière question. Alors que le COVID-19 perdure, est-ce que vous pensez que l'investissement dans les Smart Cities doit être prioritaire? Je pense que les Smart Cities vont continuer à façonner notre avenir et nos sociétés, nos économies. Et je pense qu'une utilisation responsable de données et une utilisation éthique de l'IA va être la clé pour réinventer nos vies après la pandémie. Les solutions qui vont rester sont celles qui pourront cibler les mesures et comprendre comment utiliser le financement pour impulser une récupération durable. Merci beaucoup. J'aimerais rappeler tous ceux qui sont présents avec nous que le rapport Capgemini est disponible et de plus d'informations aussi est disponible sur notre site. Merci beaucoup. Ensuite, nous allons parler du thème